Il est là, Stan Midoji de Togo Pose, c'est Félix Kalepé de Togo Foot. C'est avec ces deux confrères que nous allons revenir sur l'actualité marquante de cette semaine. Stan, bonjour. Oui, bonjour Régis, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Toutes mes excuses pour ma voix, c'est pas la grande forme, mais ça va quand même. Ah oui, c'est pas la grande forme, mais la volonté hier de vous partager, de partager avec vous ces analyses. C'est un devoir, donc Ah oui, on répond. merci pour la présence Félix, bonjour. Bonjour Régis, bonjour à Stan, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et si vous le permettez rapidement, je souhaite bonne rentrée à tous les élèves qui ont débuté le lundi dernier. Ah oui, effectivement, bonne rentrée. Les élèves qui ont repris le chemin des écoles depuis le 15 septembre. Que l'année soit couronnée de succès surtout, c'est l'essentiel. Je reste avec toi Félix. Avant de revenir sur l'actualité nationale, hier, deux clubs béninois étaient en lice d'ADFC au niveau de la Ligue des Champions face à la Ligue Tripoli. Et puis les filles, les U20 béninoises qui étaient face à la Guinée. Alors, le spectacle y a été. Comment avez-vous trouvé ces deux confrontations? D'abord, le premier match d'Adjé. Oui, je peux dire que c'est une rencontre sans saveur. Les deux formations nous ont livré une piètre prestation hier. De parce que surtout Dadje nous a proposé, je dis que des fois aussi nous sommes très sévères avec nos clubs. Il n'y a aucune proposition de la part de cette équipe-là. On dirait qu'elle n'avait pas envie de faire un résultat avant le déplacement à Tripoli. En tout cas, c'était l'impression générale hier au stade. Oui, et après les informations auprès de nos confrères, ce sont des joueurs qui sont arrivés sans prime, parce que on n'est pas sans savoir que c'est le début de saison et il faut des primes de signature. Ça n'a pas été fait avant le déplacement à Lomé. D'ailleurs, le club était arrivé à la veille de cette confrontation-là et c'est une équipe sans motivation qui était là hier. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est El Ali de Tripoli. Je me disais, face à une équipe pratiquement qui n'avait rien proposé, il fallait quand même surprendre cette équipe-là, mais El Ali aussi n'a rien proposé. Et il faut saluer quand même la défense d'Adien, c'est seul le gardien, et puis notre compatriote Djiwanou Maololo qui était en défense hier. Ce sont les deux là qui m'ont impressionné. C'était la satisfaction. C'est la satisfaction, il n'y a pas ça, il n'y a rien. D'accord. Le coach du club aussi n'a rien proposé en seconde partie. Et voilà. Et là, le retour, ça risque d'être un peu compliqué à Tripoli dans une semaine. Ce qu'elle allait aussi nous a proposé hier, je me dis que... à domicile, forcément, on peut changer de physionomie. Physionomie, est-ce qu'ils ont des joueurs pour? C'est la question. D'accord. Maintenant, le deuxième match a suivi puisque les deux équipes béninoises avaient pour centre, avaient pour base le stade de Kégué. Au niveau des filles, on a eu mieux parce que là, les U20 béninoises ont largement dominé les débats. Est-ce qu'il faut dire largement? Compte tenu du score. Oui. Mais dans le contenu, il faut dire qu'on a également une équipe guinéenne qui était aussi en place. Hein. Sauf qu'on avait une joueuse qui a émergé à la personne de Romaine Gandonou. Elle n'a que 14 ans. Elle aura 15 ans en décembre ou en novembre. Et elle seule a marqué hier 4 buts. De par sa vitesse, elle arrivait à surprendre la défense guinéenne. Et quand vous voyez le déplacement de la joueuse là même, je me dis que c'est la future ballon d'or africaine. Hein, elle a impressionné. Elle l'a impressionné totalement. Et quand vous voyez le Bénin a joué le match sur elle, hein, à chaque fois qu'on prend le ballon, elle était cherchée. Et quand on balance sur elle, balle au pied, elle était présente, même dans les courses, que ce soit dans le coulissement, elle était présente hier. Et c'est ce qui a permis au Bénin de gagner 5 buts à 1. Il faut rappeler que c'est la Guinée qui a ouvert la marque à la 6e minute. Hein. Non, sur la toute première action, pratiquement à la première minute, la Guinée a marqué le but. Il faut dire que c'était sur une hésitation. La défense béninoise croyait en un hors-jeu, alors que sur les touches,
Il n'y a pas hors-jeu, voilà. C'est ce qui a surpris c'est la faute, c'est l'encadrement technique, puisqu'il faut inculquer cela aux joueuses. C'est forcément... Il faut forcément quelqu'un dans le staff qui s'y connaît sur les lois du jeu pour en parler aux joueuses. Sans cela, c'est un peu compliqué. Voilà, Félix, on va mettre un point virgule pour ces deux rencontres qui se jouaient à Lomé. Il fallait forcément revenir dessus. Revenons maintenant au programme proprement dit de cette émission, c'est-à-dire la coupe, les coupes africaines, et deux clubs togolais sont engagés. Et Stan, à moins que tu n'aies quelque chose à placer sur la prestation des clubs béninois, hier, Bolosu était à Ouagadougou face à l'USFA, et là, les Roquets Mâles reviennent avec une courte défaite. On peut se dire qu'il y a espoir de remonter la pente dès le retour. On dit souvent que l'espoir fait vivre. Oui, 1-0, c'est pas trop. On se dit que 1-0, bon, pour un match à domicile, on peut remonter la pente. C'est vrai. Oui. Ça veut dire que Bolosu n'a pas été ridicule à Ouagadougou. Et donc, à la maison, le club, tout peut basculer. Oui. Bolosu peut remonter la pente parce que c'est seulement un but. Oui. Mais moi, je ne veux tout simplement pas être trop exigeant envers Bolosu, parce que je l'ai dit même dans nos précédentes émissions que Bolosu, pour moi, le club va sur le continent, doit aller sur le continent avec l'esprit d'aller apprendre. Parce que ce n'est pas l'occasion de mettre la pression sur ce club-là, parce que c'est une première sortie sur le continent. Donc, on ne doit pas être exigeant envers le club. Quel que soit le score. On va les accompagner, oui. Surtout, et vous voyez que bon, pour cette première sortie, pour ce premier match, ils ont fait un truc qu'on peut apprécier. Ça veut dire qu'au retour, ils peuvent remonter la patte, et ça veut dire que quelque part, ils ont aussi des arguments à faire valoir. Et donc, pour moi, au retour, qu'ils se mettent véritablement au travail, qu'ils analysent bien le match, et là où ça a marché, là où ça n'a pas marché, ce qu'il faut corriger, qu'ils corrigent ça, et qu'ils se fassent du plaisir au match de retour, et on verra la suite. On verra la suite. Nous, on exige, on n'est pas trop exigeant. Envers les Roquets Mâles. Alors, 1-0, c'est pas insurmontable, mais là, on s'est dit qu'avec le changement d'entraîneur à la dernière minute, notamment à l'arrivée de Bao Bako, est-ce qu'il aura suffisamment de repères pour mettre en place ses plans et renverser éventuellement l'équipe au burkinabé? Moi, je pense que c'est une pagaille totale à la tête de nos équipes. Oui. Vous avez un club qui a joué tout un championnat avec des joueurs, et à la fin de ce championnat-là, on libère ces joueurs-là. Quand vous voyez les 11 titulaires d'hier, il n'y a que 3 de l'année dernière qui étaient là, notamment Tondoro Cissé, le gardien. Oui. Vous avez Segbina Kokou et puis Etiri et Foué. Oui. Ce sont les 3 qui sont dans le nouvel effectif de Bolosu. Et c'est surprenant pour moi parce que vous avez des joueurs l'année dernière qui étaient pépins et qui ne sont plus là. Et quand vous allez chercher, on nous dit qu'on veut faire une bonne figuration sur le continent. C'est pourquoi. Est-ce que ce n'est pas une manière de renforcer l'équipe? Non. Est-ce que tout cela que nous voyons en Europe, à la fin d'une saison, par exemple, quand on prenait le Real de Madrid, on va renvoyer tous les joueurs, soit disant qu'on veut remporter la Ligue européenne des champions? Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait le football. Et ce n'est pas au Togo qu'on va essayer de réinventer le football. Moi, je dis que ce n'est pas une bonne chose qui peut permettre à cette formation-là pour avoir une bonne cohésion. Et surtout aussi qu'on savait que notre coach Noussoudian Maurice ne dispose pas de diplôme pour s'asseoir sur le banc de Bolosu. On devait anticiper sur ça pour pouvoir recruter rapidement un entraîneur. On ne l'a pas fait. Est-ce que c'était une question de diplôme? C'est parce que Maurice Noussoudian avec les U17 en Côte d'Ivoire. Ça c'est un argument pour quand même camoufler ce qu'il y a. Noussoudian Maurice n'a pas la licence CAF A. Alors que pour s'asseoir sur
le banc d'un club qui participe à des compétitions africaines, il faut avoir un entraîneur qui a un diplôme licence CAF A. Oui. Et quand vous prenez Nsoudian, il ne l'a pas. Et c'est pour cela qu'on est allé chercher Bao Bako, le vieil de la vieille, qui s'y connaît quand même à la matière. Peut-il éventuellement, comme c'est un vieux de la vieille, comme tu viens de le dire, au moins tirer son épingle du jeu lors de la match retour? Oui, Bolosou peut le faire parce que les informations que j'ai recueillies, on m'a dit qu'en première période, Bolosou a essayé de faire quelque chose. C'est en seconde période que Bolosou ne se retrouvait pas au milieu de terrain. Et c'est sur une paire de balles au milieu de terrain que Bolosou a encaissé un but. Et je pense que Bao Bako va essayer de recoller quand même les brèches pour qu'au match retour, Bolosou essaie de remonter le score et marquer un second but qui peut qualifier Bolosou. Parce que il va falloir gagner, il va falloir marquer 2 buts au retour et surtout ne pas encaisser. Oui, et quand vous avez les informations, on nous dit que l'attaque aussi n'a pas fonctionné. Alors que vous avez des joueurs l'année dernière qui marquaient but sur but. Je ne sais pas pourquoi on a renvoyé ces joueurs-là. Peut-être qu'on s'est dit qu'ils ne sont pas le niveau. Il fallait chercher des joueurs qui ont un niveau un peu légèrement supérieur. C'est vrai que Félix n'est pas d'accord par rapport à cet argument. Alors, on va aller au niveau du second club togolais qui stade demain. C'est au tour de l'ASK de gravir vraiment une montagne. La renaissance de Berkane. Un club qui joue régulièrement les finales, je ne vais pas dire qui participe aux compétitions africaines, mais qui joue régulièrement les finales et qui les remporte d'ailleurs. C'est à cette montagne que ASK doit faire face. Que dire? Surtout aussi que là, on a amené un entraîneur, celui qui a conduit l'équipe lors du championnat, King Messa Ametokodo, qui ne sera pas à la tête du club, et c'est un nouvel entraîneur aussi qui vient. Alors, on l'avait évoqué la dernière fois d'une manière rapide. La montagne sera-t-elle facile à gravir? Normalement, ça devrait pouvoir passer pour cette fois-ci pour la SK. Ah oui? Parce que le club est désormais un habitué du continent. Ça fait plusieurs fois que ASK va sur le continent. Et normalement, avec les multiples sorties sur le continent, on se disait que la SK a suffisamment appris pour que cette fois-ci ça puisse passer. Mais ça va être compliqué pour le club des chauffeurs parce que déjà, pour trois raisons. La première raison, c'est la pagaille que vient de citer Félix. Oui. Au niveau du changement d'entraîneur ou bien de joueur? Comment on peut, à 2 jours du démarrage d'un tel match, on change de coach? Ça veut dire que peut-être que Ametoko Domessa aussi n'a pas une licence à CAF. Quels qu'en soient les arguments, bien les causes, ça veut dire que le club n'a pas de vision. On dit toujours, nos clubs togolais n'ont véritablement pas de vision. Et quand vous savez que vous voulez aller sur le continent, ce n'est pas aujourd'hui, il faut préparer ça. C'est depuis au moins 1 an au moins, préparer et mettre tout en place pour que si on devient champion, on sait que bon, on va aller sur le continent, donc on rassemble tous les éléments. C'est pas à 2 jours qu'on change le coach, c'est pas à 2 jours qu'on recrute plusieurs joueurs pour former une équipe qui ne contient que 3 anciens joueurs. C'est compliqué. Maintenant, la deuxième raison, c'est que Berkane, dont on parle là, en janvier 2025, ce club-là est sorti en tête de la phase du groupe de la Coupe de la Confédération. Oui. Est sorti en tête avec 5 victoires et 1 nul. C'est grand. Et donc, ASK qui va affronter un tel club, déjà, vous voyez que c'est un peu complexe. Voilà. Et maintenant, la troisième raison, c'est que quand vous voyez maintenant le club Berkane, c'est un club marocain. Oui. Et vous voyez sur le continent actuellement les clubs qui ont les meilleurs championnats. C'est le Maghreb. C'est le Maghreb.
d'où vient le Maroc ou l'AC Berkane. Oui. Et vous voyez comment l'affluence des joueurs de la région de l'Ouest, Oui. comment il afflue vers le Maghreb. championnat Oui. maghrébin. Oui. Donc ça veut dire que là-bas, eux au moins, Ils ont mis les moyens. Ils font le professionnalisme. Ce qui n'est forcément pas le cas avec les clubs qui sont de l'Afrique de l'Ouest. Au sud de Et Sahara. Ces trois raisons réunies me font dire que ça va être très compliqué pour la ASK. Mais Oui. je veux bien croire que Oui. cette fois-ci, ils ont beaucoup appris de leur sortie. Et donc cette fois-ci, ça va aller. Ça devrait passer, mais bon. D'entrée, c'est compliqué pour ASK. Alors, le football, tout est possible, Félix, mais si on fait le constat des confrontations entre les clubs togolais et les clubs maghrébins, la balance est largement en défaveur des clubs togolais. Je ne sais pas si un club togolais est déjà parvenu à battre un club maghrébin dans leur confrontation. Avec ces conditions réunies et la situation à la tête de la SK, optimiste ou pessimiste? Il ne faut pas faire rêver de vous les supporters togolais. Mais Stan dit qu'il peut apprendre de leur échec passé et peut-être faire quelque chose face à l'AS Berkane. Ils n'ont pas appris parce que leurs meilleurs joueurs de la saison dernière sont partis. Ouais. Leur buteur Akoro Bilali. de la SK, il est parti. Il a signé en deuxième division marocaine d'ailleurs. Il n'est pas le seul. Hein. On parle de comment il s'appelle, le défenseur. J'ignore un peu son nom. Il y a beaucoup qui sont partis. Quand on voit l'équipe de la SK qui est là aujourd'hui, c'est une équipe qui est constituée de très jeunes joueurs. Ça, je salue parce qu'ils pensent déjà pour l'avenir. Et face à la renaissance sportive de Berkane, il ne faut pas rêver. Si la SK parvient par exemple à gagner un match sur les deux confrontations, c'est un exploit du siècle. Il faut quand même le dire. Il ne faut pas exagérer non plus. Non. Les clubs de 4e division sont parvenus à battre les clubs de l'élite. On a vu le cas de Manchester United. Non, donc tout peut arriver en football. Nous sommes en Afrique. Oui. Et la plupart des temps, quand vous prenez les clubs du Maroc ou encore maghrébiens, c'est difficile pour nos clubs de sub-sahariens à les battre. Le seul qui arrive à les malmener, c'est le club congolais là. TP Mazembe. TP Mazembe. À part ça, c'est difficile de voir un club. Il y a aussi les clubs sud-africains aussi qui rivalisent. Mais est-ce que les clubs sud-africains sont. Les Mamelody Sundowns. Eux ne sont pas. Au sud, non, ils sont au sud du Sahara, jusque l'Afrique du Sud est mieux organisée et son championnat aussi est relevé. Moi, personnellement, quand on parle de l'organisation, moi, je ne les place pas dans le sud Sahara. C'est un cas différent. C'est un cas différent. Eux, ils sont pratiquement proches des clubs maghrébiens. Et les clubs soudanais aussi, je ne les place pas dans cette catégorie-là. Ce sont des clubs plus organisés. Oui. En Afrique subsaharienne, proprement dit, ce sont des clubs qui ne sont que liés à des pagailles. Par exemple, ce qui se passe au Sénégal, vous le suivez de près, non? Et c'est la même chose que nous faisons ici au Togo, pas d'accompagnement véritable de la part du gouvernement, alors qu'ailleurs, quand un club se qualifie pour le continent, ce club-là représente le pays pour pouvoir permettre à ce club de faire une bonne figuration. Il y a aussi de l'accompagnement. Allez aux informations, pas d'accompagnement au Togo. Oui. Sur les informations aussi, les primes de 10 millions qu'on a promis à ces clubs l'année dernière, il pourrait qu'ils n'auront pas avant de jouer le match. Est-ce que Bolossou l'a eu avant de jouer son match hier? La question reste posée. Et dans ces conditions-là, dans un championnat amateur où il n'y a pas de moyens, moi je pense que c'est de limiter les dégâts face à l'AS Berkane. Alors, le plateau qui n'est pas très optimiste, mais en tout cas, nous on croise les doigts. Un bon sportif, on se dit que tout peut arriver, même si le scepticisme est de mise. Restons optimistes quand même, c'est le foot, on le dit. Nous allons donc au niveau des U17. La bonne nouvelle, Stan, c'est que
les joueurs togolais ont passé l'IRM, tous ont réussi. Ça veut dire que déjà au Togo, on ne triche pas. Et là, il va falloir le démontrer face au Ghana aujourd'hui à partir de 18h. C'est dans le cadre du tournoi IFOAB. Et selon les informations qui nous parviennent, les jeunes sont déterminés à faire cette fois-ci quelque chose en Côte d'Ivoire. Ok, s'ils sont déterminés, on verra ça sur le terrain. Oui. Mais est-ce qu'il y a un truc de sérieux à attendre de ce match-là? Moi, je ne crois pas. Hein, Ah parce oui. que notre football est entouré trop de pagaille. Et donc, mais les U17 ont eu le temps nécessaire pour se préparer avant de se rendre en Côte il y a eu d'Ivoire, des sélections togolaises qui ont été dans les mêmes conditions que la U17 actuellement, mais qui au finish n'ont produit aucun résultat parce que globalement, le football, les conditions du football togolais ne sont pas là. Et donc, pour moi, ça sera également une occasion pour ces jeunes-là d'aller se frotter aux autres, Oui. apprendre, connaître les réalités avec les autres équipes, etc. Mais au-delà de ça, moi, je n'attends rien de... On n'attend rien de Voilà. U17 également? Ouais, je n'attends rien. Ah oui? Oui, On n'attend rien aussi? contrairement à Stan, cette fois-ci, j'ose croire que l'équipe togolaise peut franchir quand même le premier tour. Hein, Oui. parce que la préparation que la bande à Maurice nous soutient a fait cette saison, c'est l'une des meilleures préparations. Hein. Voilà. C'est pour cela que j'ose croire à une qualification. Vous savez, la sélection, même cette fois-ci, ça a été bien fait. Hein, parce que de par le passé, le coach qui est là, le mec qui téléphone quelqu'un à Djarakpanga et lui dit est-ce que vous avez un bon joueur? Ben, selon les informations, cette année, c'est lui-même qui s'est déplacé un peu partout au Togo pour pouvoir piocher ces jeunes-là. Et la cohésion hier, selon les informations, et quand vous prenez le Ghana aussi, c'est une équipe qui n'est plus aussi présente au niveau des jeunes comme auparavant. La seule sélection que je crains dans le groupe togolais, c'est la Côte d'Ivoire. Sinon, le Ghana et le Niger, je crois que le Togo peut faire quelque chose cette fois-ci. Le Togo peut faire quelque chose. On rappelle qu'à 20h, non pas à 20h, plutôt à 18h, le match est prévu à 18h entre le Togo et le Ghana. Le deuxième match est prévu le 23 septembre et ça sera face au Niger. Et le dernier match, le 28 septembre, face à la Côte d'Ivoire, non, le 26 septembre plutôt, autant pour moi, le 26 septembre face à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, avec des images qui circulent, je ne sais pas si vous avez des informations sur l'IRM, si eux aussi auraient réussi. Moi, parce que par rapport à la morphologie, il y a une grosse différence entre... Oui, comment est-ce qu'un joueur de moins de 17 ans peut avoir les barbes? C'est possible. Non, c'est à pas partir possible. de 14 ans, 15 ans, dans la puberté. Non, c'est pas possible. Hein. Et quand vous voyez même la forme de ces joueurs-là, certains même quand vous les voyez, ils dépassent ça. Hein. Mais il y a l'IRM. C'est pourquoi je demande si eux tous sont passés ce test IRM. Vous savez, ont passé ce cap. Vous savez, on ne peut pas avoir tous les garde-fous parce que il y a aussi une question d'alimentation. Oui. Quand vous prenez cette sélection-là, que ce soit le Nigeria, la Côte d'Ivoire et même le Ghana, ils ont des aliments pour contourner ça là. C'est clair. Et c'est pourquoi eux, ils réussissent les tests. Contrairement aux Togolais qui sont de très jeunes joueurs, il y a certains qui ne réussissent pas. Vous allez poser la question, comment est-ce que cela se fait? C'est que le Togo, pour l'instant, ne connaît pas encore le secret. Il faut passer entre les gouttes. Et moi, j'aurais aimé que le Togo reste sur sa lancée. Oui. Parce que tricher, vous allez pu constater que ces Nigériens-là qui ont battu le Togo ici lors de la CAN 2007, oui. Vous avez posé la question pourquoi ils n'ont pas fait une bonne carrière, parce que ce sont des cadets bien nourris. Oui. Par exemple, quand vous prenez le meilleur buteur, bien le meilleur joueur de ce mondial-là, Akisola. Oui. Je me rappelle bien de ce nom. Oui, je me disais c'est quelqu'un qui pouvait faire une bonne carrière, mais quand vous cherchez, on me disait que c'est quelqu'un qui avait 30 ans et qu'on a diminué jusqu'à 16 ans. Vous comprenez, 14 ans de différence.
le blanc ne pouvait pas prendre un tel joueur. Bien, en tout cas, nous n'avons pas de preuves. Selon les informations. J'ai discuté une fois avec un docteur qui me disait, qui connaît bien l'IRM, qui me disait que l'IRM, c'est un truc qu'on peut contourner facilement. Qu'ils arrivent, que quand même on arrive à contourner. Et comme Félix l'a dit, c'est à travers des aliments. Et ça veut dire que avant de passer l'IRM, sur 2 ou 3 mois avant. Donc on dit 2 ou 3 jours. Hein. Oui, moi selon lui, ces informations, le docteur m'a dit, 2 ou 3 mois déjà, à 1 mois du test, il y a des aliments qu'on consomme. Et souvent, ces aliments-là sont des aliments que souvent les enfants consomment. Et donc, quand vous faites ça durant une durée donnée, quand vous passez l'IRM, c'est plus facile de contourner. Donc, c'est on va vous dire que vous avez 15 ans. Voilà, c'est ce que les gens font, surtout souvent en Afrique. Bon, le Togo n'a pas l'habitude de faire cette triche-là, mais on constate qu'en Afrique, il y a la Côte d'Ivoire, Cameroun, même le Nigeria. Le Nigeria, lorsqu'ils viennent jouer au Togo ici, on est souvent ébahis. Voilà, la différence. Avec Bassogog. Voilà, le Cameroun. D'accord. Vous allez voir un enfant de 17 ans qui a les barbes, mais alors que normalement, la barbe un enfant de 17 ans peut avoir la barbe, mais ça ne peut pas être la consistance de cette barbe-là. Bon, en tout cas, chers confrères, merci pour le tuyau. Bon, je suis un bon gardien, je peux évoluer au niveau des U20. Bon, je vais juste chercher les aliments. Des U20, ça ne passe surtout au niveau des U17. À partir de U20, l'IRM n'intervient plus parce que s'il y a plus de différence avec les autres catégories d'âge. Oui, effectivement. Oui, vous savez, c'est une raison aujourd'hui pour les Européens qui ne comptent plus sur les Africains. En Europe, il n'y a pas ces tests-là. Et là, je pense que c'est une leçon pour nous, les Africains aujourd'hui, de savoir que le football est devenu une science. Il ne faut pas tricher. Quand vous trichez, plus tard, ça va vous rattraper. Quand vous prenez les Cristiano Ronaldo, les Messi, qui sont pratiquement à 40 ans, qui sont encore au haut niveau. Ils sont encore au haut niveau. Ils n'ont pas triché. Et quand vous prenez aussi un Togolais, Alexis Romao, vous posez la question. Ce sont des gens qui n'ont pas triché. Oui. Moi j'ai connu des joueurs togolais avec qui j'ai fait la même faculté. Et plus tard, je vois ces joueurs-là qui se disent qu'ils ont 17 ans. On pose beaucoup de questions. Bon, Félix, en tout cas, nous, on ne va pas donner de nom. Non, je ne veux pas quand même donner de nom. Voilà, donc, ce sont des informations à Félix. Chers confrères, nous allons donc quitter le Togo en tout temps souhaitant bonne chance à nos représentants. Gbolosou, dans une semaine, qui va tenter de renverser le score de Ouagadougou face à l'USFA. Et demain, on rappelle que l'ASK sera face à l'AS Berkane, c'est au stade de Kégué. Et puis, aujourd'hui, déjà à 18 h, les U17 togolais affrontent le Ghana dans le cadre des 2 tournois IOFOA B, un tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Nous allons cette fois à l'extérieur du pays et nous allons pour commencer évoquer le Ballon d'Or. Chers confrères, cette saison, 2 noms reviennent régulièrement. Il y a Dembélé du Paris Saint-Germain et Lamine Yamal. Alors, trouvez-vous que c'est entre ces 2 protagonistes, ça va se jouer ou bien d'autres noms vous viennent à l'esprit? Et qui éventuellement pour succéder à Rodri? Bon, quand vous parlez de noms qui nous viennent à l'esprit, il y a au moins 3. Oui. Il y a au moins 3. Dembélé, oui. Yamal et également éventuellement le défenseur du Paris Saint-Germain. Marquinhos? Non. Bien Hakimi. Hakimi oui. Achraf. Oui. Mais dans ce lot, celui qui émerge plus, c'est Dembélé. Je pense que ne pas attribuer ce trophée-là à Dembélé actuellement, en tout cas, c'est commettre une faute sur le football, comme on l'a fait l'année dernière avec... ce sont des critères. Si Dembélé peut-être la balle, maintenant, quand on parle de critères, au niveau des votants. Voilà, quand on parle de critères, oui. Sur quel plan Yami Yamal bat aujourd'hui Dembélé?
pour qu'on lui attribue. Je pense que le gars, il a gagné la Ligue des Champions avec son club. Oui. Son club a été champion en France. Oui. Et en tout cas, rafler tous les trophées cette saison en France quand même. Voilà. Ils ont été battus à la Coupe du Monde des clubs. Non, ouais, on parle de la France. Ils ont tout raflé en France. Le Barcelone, d'où provient Lamine, n'a même pas participé à cette coupe-là. Ça veut dire que sur tous les plans, Dembélé a quand même plus d'arguments, est mieux placé pour donc, se voir attribuer ce trophée-là. Donc pour moi, ne pas attribuer le trophée aujourd'hui à Dembélé, c'est commettre une vraie bourde contre le football. Et évitons de faire ce qu'on a fait l'année dernière, notamment, je veux parler du trophée qui devait être attribué à Vinicius, mais qui a été attribué à Rodri. Pour moi, c'est une erreur grave qu'on a commise contre le football. Et cette fois-ci, il faut qu'on évite ça. Dembélé, aujourd'hui, a tous les arguments pour avoir le trophée. Attribuons-lui ça. Voilà, Félix, comment éviter cette erreur si déjà au niveau du comité d'organisation de Ballon d'Or, il y a des critères précis qui ont été envoyés aux votants? Est-ce à ce niveau, on va parler d'erreur ou bien, bon, ce sont des critères qui auraient orienté ou qui orienteraient vers le choix du Ballon d'Or? Parce que la saison passée, on a parlé du comportement, ce qui a joué en défaveur de Vinicius. Oui, au-delà du critère, de l'aspect critère football sur le terrain et autres, on parle d'un vote. Oui. Et lors d'un vote, tout peut se passer. Hein. Ces votants-là peuvent amener à être le mot même admiratif. Oui, voilà, okay, le mot est venu d'un joueur et décider de voter pour ce joueur-là. C'est pour cela même, moi, je me dis, pour le Ballon d'Or de Rodri, c'est ça qui a joué en sa faveur. Moi, je pense qu'il y a juste une manipulation. Quand vous avez des journalistes, par exemple, qui n'ont pas Canal+ pour suivre des matchs, comment est-ce que vous voulez que ces gens-là votent pour des joueurs? Ils vont vouloir jouer pour des noms qui sont un peu partout sur les panels. Sur ce plan, je pense que c'est faux, hein, puisque quand on parle de Vinicius et Rodri, bon, celui-là même dont le nom est tellement cité, c'est vrai qu'on ne va pas de faire de pub pour une chaîne, pour un groupe, mais lorsqu'on parle des joueurs de haut niveau, tous les moyens sont bons pour les suivre, pas forcément être abonné à un groupe d'abord. Et Rodri, je pense que le choix quand même clair. Oui. Parce que quand vous avez par exemple des journalistes qui même votent pour des joueurs, peut-être on peut parler d'affinité, peut-être. Non, comment on appelle le journaliste là du Guatemala ou quoi là? Oui, qui a fait des votes improbables. Oui, vous voyez, donc c'est pourquoi moi je dis, dans tout ce qu'on appelle voter, tout peut se passer. Maintenant, s'il faut revenir à l'aspect de performance, je pense que les critères sont clairs. Hein. Il faut remporter des titres. Que ce soit des titres collectifs et individuels. Et individuel, Dembélé a été meilleur buteur de la Ligue 1 française. Oui. Et même quand des gens parlent de Yamal, moi je pense qu'il faut placer Rafinha avant lui. Parce que quand on parle de thèmes de statistiques, Rafinha est devant ce jeune-là. Ce jeune-là, combien de buts il a marqué? Peut-être c'est son influence dans le jeu de Barcelone. Combien de pas décisifs? Quand on parle d'influence, il faut comptabiliser aussi des pas décisifs. Oui. Il a délivré combien de pas décisifs? Rafinha est devant lui. Si aujourd'hui on donne le Ballon d'Or à Lamine Yamal, moi je pense que... ça c'est un scandale comme le dit... Scandale, oui. Et aussi c'est comme on est là pour pouvoir voter des dribbles. Parce que c'est dans ça qu'il est fort. Oui. Et, il n'y a aucun critère qui dit si vous arrivez à dribbler plus, vous avez un Ballon d'Or. Si on doit faire le classement, moi je pense qu'il y a Dembélé qui vient, Rafinha. Lui aussi c'est un bon dribbleur d'ailleurs. Mais il a plus marqué et il a plus délivré de pas décisifs. Comme l'a dit Stan tout à l'heure, moi je vais placer même l'Africain Hakimi devant Lamine Yamal. Parce que lui aussi sur le terrain, il a été plus décisif que le jeune.
le trophée de meilleur jeune joueur, c'est ça qui est très bon pour Yamal cette saison. D'accord. Même si on veut parler de comportement, l'aspect comportement, entre Dembélé et Yamal, c'est le jour la nuit. Hein, parce que Dembélé, vous le voyez, il est tellement effacé, il est tellement discret. Mais Yamal, c'est celui-là, il est jeune, mais celui-là qui aime créer de la polémique autour de sa personne. Mais on parle de comportement sur le terrain, c'est ça? Oui, on dit un comportement, donner l'exemple partout. Hein, bon, en tout cas, c'est ce que je comprends par comportement. Et c'est ce qui a, c'est ce qui a recalé Vinicius l'année dernière. Cette fois-ci, je pense que ça peut frapper si on veut parler de comportement, Yami Yamal. Autre question. De performance, on ne peut pas placer l'ami Yamal sur tous les plans de Dembélé. D'accord. Et justement, comprenez-vous l'absence du Real Madrid, puisque selon les informations, le club compte toujours boycotter cette cérémonie. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer à autre chose que de rester encore dans le passé? Moi, je suis d'accord. Non, parce qu'eux-mêmes savent que cette saison, ils n'ont aucun joueur qui peut être... Non, on peut ne pas avoir de joueurs. Oui, c'est vrai que quand on prend les résultats, il n'y a aucun joueur du Real qui a fait d'espoir pour qu'on le place dans ce classement. Mais... Moi, je suis d'accord que le Real ne participe pas à cette mascarade-là. Parce que toujours protester contre ce depuis quelques années déjà, le Ballon d'Or est devenu un truc bizarre où on parle de vote, mais au final, on comprend qu'il y a tout d'affinités, il y a des trucs qui ne sont pas clairs. Voilà, c'est pas clair. Donc finalement, on rend public les votes. Et comme vous le voyez, vous êtes étonné que des journalistes de tel acabit voter pour des joueurs. C'est pour cela que je parle de manipulation. Hein. On dirait que ceux qui votent même sont manipulés juste pour qu'on puisse placer tel joueur devant tel joueur. Et donc pour moi, depuis quelques années déjà, le ballon d'or perd sa valeur. Et ce qui est en tout cas, on va... des ballons d'or remportés par Messi, moi j'ai décrié certains. Ouais, il y a toujours des polémiques. Voilà. Pour cela même, moi je propose que des joueurs eux-mêmes votent. Oui, ça serait plus objectif. Oui, ça serait plus objectif et honnête. On demande par exemple à un joueur togolais de voter. Je ne pense pas qu'il peut voter, prenons un joueur lambda, il ne peut pas le voter. Il va voter celui qui a vraiment de la compétence. Parce que justement, comme vous le dites, si un journaliste togolais devrait voter pour le Ballon d'Or où Dienda Konam est bien placé, je crois que son choix irait d'abord à Dienda Konam avant. Bon, il y a cette affinité. Rappelons qu'il y a un journaliste togolais qui vote quand même. Hein. Oui, bien sûr, il y a un journaliste togolais qui vote. Je crois que c'est... Non, c'est Mathias Sayena. Le confrère Mathias Sayena. Depuis quelques années, c'est lui qui vote. Oui, c'est lui qui vote. Mais est-ce qu'il n'y a pas tant... Bon, c'est France Football qui choisit ses votants. Bon, c'est à eux de voir les critères. Eh bien, je rappelle que la cérémonie, c'est pour ce lundi 22 septembre. On verra bien celui qui va remporter ce prestigieux titre convoité par tous les joueurs, parce qu'il y avait en temps des informations qui circulaient, des lobbying Dembélé pour voter pour lui, en tout cas des votes. En tout cas, ça reste des rumeurs, personne n'a de preuves. Si on ne vote pas Dembélé, ou bien s'il n'est pas couronné, moi je pense que il y a un peu de racisme parce que Vinicius, excusez-moi le terme, c'est un joueur à teint noir, également Dembélé, un joueur à teint noir. Lamine Yamal, c'est un métis aussi. Mais lui, il est plus européen que les deux que je viens de citer. C'est pourquoi moi je dis, parfois aussi, si les Samuel et tout n'ont pas été couronnés, il y a du racisme dans le football. Et on passe par tous les moyens pour prohiber ça, mais ça existe toujours. Cette fois-ci, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. J'espère bien que ils nous suivent, hein, puisque nous sommes suivis dans le monde entier via notre application. Pour ceux qui nous suivent en ligne, nous espérons bien que l'information passe